Sortir de sa bulle, partager, c'est maintenant ou jamais, ça peut faire des émules, qui sait. Bonjour Christian, comment vas-tu? Bonjour Stéphane, ça va très bien. Eh bien, très heureux de refaire une vidéo, de faire une troisième vidéo avec toi pour ma chaîne Ethique TV. Alors, j'ai fait une petite introduction que je vais lire, histoire de recontextualiser les choses, expliquer pourquoi ce troisième entretien, quel est son but. Donc, je l'ai faite d'une manière assez riche et précise, donc ça va durer quelques minutes, mais elle est vraiment importante et nécessaire. Alors donc, Christian, tu es donc à la retraite depuis mars 2022, c'est bien ça? Oui, oui. Alors, j'aimerais tout d'abord lister de nouveau les 7 postes principaux que tu as occupés durant ta longue carrière. Alors, tu as fait carrière en tant que médecin spécialiste des maladies infectieuses et tropicales. Donc, tu as été ancien vice-président à l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, du groupe ETAGE, d'experts pour la vaccination de la Grande Europe. Ensuite, tu as également été cofondateur et ancien président de la Fédération française d'infectiologie et ancien président du groupe consultatif national sur la vaccination. Tu as également été ancien directeur adjoint du Centre national de référence de la tuberculose à l'Institut Pasteur de Paris. Tu as également été ancien membre du conseil scientifique de l'Institut de recherche en microbiologie et maladies infectieuses, également ancien président de groupe de travail à l'ANSM, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. À l'époque, c'était l'AFSAP, parce que quand l'Agence du médicament a changé le nom d'AFSAP à ANSM, la NSM n'a plus fait de recommandations. C'est un petit détail, mais c'était à l'époque de ce qu'on appelait l'AFSAP. D'accord, très bien. N'hésite pas. J'ai présidé du groupe de travail sur l'infection respiratoire. Très bien, merci pour ces précisions, Christian. Tu as également été ancien président de la commission spécialisée maladies transmissibles du Haut Conseil de la santé publique. Et pour terminer, ancien président du Collège des professeurs de maladies infectieuses. Tout d'abord, félicitations pour tous ces postes occupés. Alors donc, Christian, tu es auteur de 4 livres à ce jour. Un paru en 2017, La vérité sur la maladie de Lyme, aux éditions Odile Jacob. Un second en 2020, y a-t-il, que j'ai avec moi, y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise, donc chez Albin Michel. En 2021, décidément, ils n'ont toujours rien compris, toujours chez Albin Michel. Et en 2022, les 33 questions auxquelles ils n'ont toujours pas répondu. Oui, parce qu'il leur fallait au moins 3 doses. Et je crois que 3 doses, ça ne suffit pas, je pense. D'accord. Et donc, le but de cette vidéo, c'est d'écrire un livre ensemble, dont on est sur le projet depuis presque 1 an. On va y revenir. Donc, ce sera un livre aux éditions Trait Daniel qui paraîtra en 2024. Voilà. Alors, ce qui nous lie, c'était une première vidéo qu'on a fait en juillet 2022. Donc, on a fait ensemble cette première vidéo pour ma chaîne Ethique TV qui se nommait « Le réveil 2 ans après ». Et là, vraiment, ça avait vraiment été, donc c'était en juillet 2022, ça avait vraiment été une vidéo assez phénoménale, puisque tu nous avais parlé dans cette vidéo du Covid, des dysfonctionnements et des aberrations dans la gestion de la crise sanitaire, des effets secondaires des vaccins, des médias, etc. Et c'est vraiment, c'est une vidéo qui a été beaucoup vue, beaucoup partagée, beaucoup commentée, puisqu'en 24 heures, on avait déjà 200 000 vues, et on a fini à 700 000 vues en à peine 2 mois, jusqu'à ce que la vidéo soit brutalement censurée par YouTube. Et donc, moi, immédiatement, j'avais fait une requête, j'avais demandé à YouTube pourquoi avez-vous censuré cette vidéo. Et là, c'était stupéfiant. Il nous avait mis « Cette vidéo ne respecte pas la narration de l'OMS ». Et j'avais trouvé ça extraordinaire que même un ancien vice-président à l'OMS ne puisse pas apporter son ressenti.
C'était vraiment troublant. Voilà. Et donc, quelques mois après, donc le 16 novembre 2022, sortait en salle du cinéma mon film Tous résistants dans l'âme, dans lequel tu es l'un des intervenants, l'un des 25 intervenants. Et tu as même pu assister à différents ciné-débats à nos côtés, et nous t'en remercions vivement. Et donc, c'est ensuite en janvier 2023 que je t'ai proposé de rebondir sur cette censure sur notre première vidéo pour en faire un livre, histoire de fossiliser d'une manière incensurable tes propos. Et donc, notre ouvrage sortira en 2024 aux éditions Très Daniel. Alors, pour la sortie promotionnelle de notre livre, le projet serait une tournée nationale dans différents cinémas qui ont projeté notre film, Tous résistants dans l'âme, avec au programme la projection de la vidéo censurée, suivie d'un échange entre toi et le public, et ensuite une signature de livre. Déjà, j'en ai parlé autour de moi, on est très attendu. Et ensuite, j'arrive sur la fin de ma grande introduction. En février 2023, nous avons enregistré ensemble une deuxième vidéo sur Ethique TV, ayant pour titre Christian Péronne, partisan d'extrême droite, 3 points d'interrogation. Donc le contenu de cette vidéo-là sera aussi intégré dans notre ouvrage. Alors, après la retranscription en texte de nos 2 vidéos, notre éditeur Guy Trédaniel nous a encouragés à réfléchir à un contenu complémentaire pour enrichir l'ensemble, d'où le but de cette 3e vidéo. Alors, pour ce 3e entretien, je te propose de nous faire voyager dans le temps, puis de finir par le présent et tes solutions d'avenir. Alors, je te propose, Christian, donc 8 sujets. Alors, le premier, ce serait de nous parler de ton enfance. Le second, de tes motivations à être allé, à être devenu médecin, à faire médecine. Le troisième, quelques partages d'expériences durant ta longue carrière, des points qui t'ont vraiment marqué. Ensuite, nous parler de cette plainte de l'Ordre des médecins et cette attaque en diffamation que tu as eue. Ensuite, un point sur la vaccination Covid de ces 12 derniers mois. Ça serait bien que tu nous en parles un peu de tout ce que tu as vu. Ensuite, eh bien, cette histoire d'intégrer les ARN dans la vaccination classique. Ensuite, tes actions d'aujourd'hui sur le terrain. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui à la retraite? Et pour terminer, on aimerait beaucoup avoir tes visions pour demain. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette longue introduction, Christian. Donc écoute, si ça te convient, est-ce que tu pourrais nous faire remonter dans le temps et nous parler un petit peu de qui était Christian Péronne quand il était adolescent? Déjà, dans quel environnement tu as grandi? Je suis né en 1955, donc une dizaine d'années après la guerre. Moi, je suis né à Angers, donc en Anjou, puis j'ai des souvenirs d'enfance. Mon grand-père avait une maison à la campagne, des souvenirs merveilleux d'enfance en Anjou. Bon, je suis arrivé à l'âge de 3 ans à Paris. Alors, je suis d'une famille de 7 enfants qui avait des revenus assez modestes. Mon père était cadre dans une banque, c'était pas un grand banquier malheureusement, et ma maman, elle était femme au foyer, s'occupait de tous ses enfants, donc voilà. Moi j'étais le 7e, on était au 5e étage sans ascenseur, rue de Clichy, dans un 4 pièces, donc on était entassés. J'ai dormi au début dans la chambre de mes parents, puis dans l'entrée, il y avait des enfants partout dans toutes les pièces. Donc c'était une enfance on n'était pas très riche. Moi, je montais les seaux de charbon, je me souviens, quand j'étais jeune, il fallait chercher le charbon à la cave. Donc, comme on était au 5e, ça faisait 6 étages, à monter 2 seaux de charbon à bout de bras. Voilà, mais on était tous heureux de vivre comme ça. Et j'ai fait mes études au lycée Condorcet, dans le quartier. Après, pourquoi j'ai fait médecine? Voilà, pourquoi est-ce que tu t'es orienté A posteriori, je me dis, c'est probablement, je n'y ai pas pensé tout de suite, c'est parce que quand j'avais environ l'âge de 7 ans, ma mère avait fait une méningite grave, elle avait failli mourir. Et elle avait été sauvée à l'hôpital de l'Institut Pasteur par les sulfamides à l'époque. C'était le début il n'y avait pas encore trop d'antibiotiques.
Et peut-être que cet épisode m'a marqué. C'est peut-être pour ça ma vocation pour les maladies infectieuses. C'est tout à fait possible. Et parce que quand je regarde des amis aussi qui ont eu leur vocation, souvent il y a eu des problèmes dans l'enfance qui ont pu Ouais, c'est favoriser. assez fréquent, c'est vrai. On m'a déjà partagé ce genre d'expérience. Et en tout Et cas, c'est vrai que quand j'ai passé le bac un peu juste, parce que j'étais un peu feignant à l'école à l'époque, euh, j'étais sûr d'une chose, je voulais pas faire de carrière dans le business, dans le commerce, ça m'intéressait pas du tout. ouais. J'avais envie d'une carrière un peu plus éthique, un peu plus intellectuelle. Alors, je n'étais pas forcément totalement acquis à la cause de la médecine, mais en fait, quand j'ai passé le bac, ça m'est sauté aux yeux. Bon, allez, je veux faire médecine, et voilà, et c'est parti. Tu avais quand même des capacités intellectuelles. Quoi, tu étais plutôt très bon élève quand même quand tu veux te lancer en médecine. C'est que C'est-à-dire que déjà, j'étais très bon élève quand je voulais, puis de temps en temps, j'étais feignant, je relâchais la pression, puis après, on me disait, bon, si tu mets pas un coup de collier, tu vas pas passer l'année suivante. Alors, je remettais le coup de collier. C'était un petit peu, voilà, comme ça, un peu chaotique. Mais après, quand je suis rentré en médecine, j'ai bossé comme un dingue, j'ai adoré. Euh, j'ai été reçu dans les premiers au concours de la première année de médecine. J'étais reçu dans les premiers à l'internat de Paris. Mais j'étais à fond. Et pour moi, la médecine, c'était une superbe aventure au service des patients. Et et puis tous mes maîtres en médecine, les anciens professeurs, c'était des gens admirables qui m'ont appris énormément. mais donc là, parmi tes 7 frères et sœurs, tu étais la personne qui allait le plus loin dans les études ou vous étiez plutôt une Oui, famille petit dernier. Mes frères et sœurs n'avaient pas fait beaucoup d'études, plusieurs n'ont même pas, mais mes parents n'avaient jamais eu le bac. Dans ma famille, plusieurs de mes frères et sœurs n'avaient pas passé le bac. Et moi, j'étais le petit dernier un peu atypique qui avait été un peu plus loin dans les études. Bon, ben, c'est comme ça. Très bien. Alors, est-ce que tu pourrais nous partager, nous faire un partage de quelques expériences qui t'ont vraiment marqué dans ta longue carrière? Tu nous avais parlé de choses assez, mais des fois aberrantes, quoi. Est-ce que tu peux nous relister des choses que tu as vécues et que tu as envie de partager dans cette vidéo et donc aussi dans ce livre? Hospitalier, que j'ai fait principalement dans les hôpitaux de l'assistance publique, hôpitaux de Paris. Pour moi, c'était une superbe expérience. La PHP, c'était une très belle institution qui était centenaire ou presque. Euh, on va voir que ça a beaucoup changé par la suite. Mais c'était vraiment l'hôpital public qui était un des meilleurs du monde, qui était au service des patients. Il y avait des gens extrêmement humanistes parmi les patrons. Après, on va voir que Sarko, puis les autres, Bachelot et consorts, ont totalement démoli cet hôpital, ont démoli le pouvoir des médecins, parce que les Donc ça, médecins, tu l'as vraiment vécu ça au fil ouais, des années. de plein fouet, un peu plus tard, là j'étais encore jeune, si Ouais, on regarde arrière. Donc j'ai beaucoup aimé cette période. Après, je suis parti en coopération au Maroc pendant 16 mois, puis je suis revenu. J'ai fait mon internat, mon clinica. Après, et puis finalement, j'ai été nommé professeur en 1994. Je suis ouais. parti à Garches. Donc, toute l'institution à la fois hospitalière, universitaire, j'avais beaucoup apprécié. Et après, c'est vrai qu'une fois à Garches, j'étais, comme tu l'as dit dans mon CV, bon, j'ai été pas mal de fois dans des instances un peu externes, donc j'étais presque à mi-temps dans des positions presque de santé publique pour conseiller les gouvernements. Pendant 15 ans, en fait, j'ai présidé les commissions, parce qu'avant le Haut Conseil de la Santé publique, il y avait le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, ça a changé de nom en cours de route, mais pendant 15 ans, j'ai présidé les plus hautes commissions pour conseiller des gouvernements sur la politique sanitaire, gérer des crises sanitaires en urgence, gérer la politique vaccinale. Alors, j'ai commencé à voir qu'il y avait des problèmes, c'était les ordonnances Juppé, qu'on commençait à casser le pouvoir des médecins, le pouvoir de la médecine. Et Juppé, c'était un gars de droite. Alors, je disais, bon, bah, alors, qu'est-ce qui se passe? Les gens de droite cassent la médecine. Puis après, je me dis, tiens, quand la gauche est venue au pouvoir, j'avais un petit espoir, en disant peut-être que les gens à gauche, ils vont être plus sympas.
ils ont continué à enfoncer le clou. En fait, je me suis aperçu, c'était ça mon grand traumatisme, c'est que les gouvernements soient de droite ou de gauche, c'est exactement la même politique. Et maintenant, je sais qu'elle est au service du nouvel ordre mondial, de milliardaires qui sont derrière. Mais je n'avais pas tout réalisé à l'époque. Hein. Je ne comprenais pas pourquoi, quand on changeait de dirigeant, on avait la même politique. Après, quand j'ai travaillé pour le ministère, je l'ai bien compris. Parce que il y avait un gouvernement Tartampion qui était de droite, qui partait parce qu'il y avait des élections. Donc, je voyais plein de conseillers qui partaient. Il y en a quelques-uns quand même qui s'accrochaient, qui restaient. Et puis, quelques mois après, tous ceux qui étaient partis, on les voyait revenir par la fenêtre. Parce que c'était un grand réseau de copains, hein, c'était les mêmes réseaux. Et ça a été toujours la même chose, que ce soit de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite. C'est pour ça que quand on me dit que je suis d'extrême droite, quoi, ça me fait rigoler. Ouais. Je ne suis pas du tout d'extrême droite, je suis plutôt centre-droit, modéré. Bon. Donc voilà, donc j'ai vu déjà la manipulation que donc depuis les ordonnances Juppé, donc ça ne date pas d'hier, on a voulu commencer à casser la médecine, casser les hôpitaux. Et ça, c'était un de mes premiers traumatismes. Après, quand j'ai présidé des commissions proches du ministère de la Santé, donc le premier, j'étais président de la commission maladies transmissibles du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Et en même temps, j'étais président du comité technique des vaccinations, donc de très grosses instances. Ce qui m'a frappé, déjà, c'est que on travaillait à l'époque avec une direction générale de la santé qui avait de la gueule, si je puis dire. La direction générale de la santé que j'ai connue, c'était une direction ministérielle absolument fantastique. Il y avait au moins 10 ou 15 médecins de santé publique qui étaient absolument remarquables. Il y avait des jeunes, des vieux, qui avaient beaucoup d'expérience, qui connaissaient tous les médecins, les professeurs en France, qui étaient capables d'organiser des groupes de travail. Ils faisaient un travail fantastique pour ma commission, pour nous donner les meilleures données scientifiques du moment. Vraiment, j'ai eu plaisir à travailler avec le ministère à cette période. Mais ce qui m'a beaucoup gêné, c'est que quand je suis arrivé comme président, j'ai découvert que les commissions étaient infiltrées par tout un tas de médecins qui avaient d'énormes problèmes de conflit d'intérêts. Je me suis aperçu à la première… Quand on n'est pas président, on ne se rend pas forcément compte, mais je me souviens d'une première réunion du comité technique des vaccinations. Alors, à l'époque, il y avait quasiment les 3/4 des membres étaient des professeurs de pédiatrie qui travaillaient pour les laboratoires fabriquant les vaccins. C'était un peu gênant, bon. Mais un jour, on prend une décision sur un vaccin et le lendemain, il y a le directeur médical d'un grand laboratoire fabricant de vaccins qui m'appelle en disant « Monsieur Perron, je ne comprends pas bien pourquoi vous avez pris telle décision hier, ça ne va pas du tout. » Alors, je dis « Comment ce gars-là, qui est dans l'industrie pharmaceutique, est au courant de ce qu'on a décidé à huis clos hier ?» Donc là, j'ai explosé, quoi. Je suis allé au ministère, à la direction générale de la santé, en disant « Il y a des taupes dans les commissions. Il faut essayer de faire le ménage, c'est pas possible, on ne peut pas travailler comme ça. » Et pourtant, ça fonctionnait comme ça, probablement depuis longtemps. Hein. Ouais. Ils m'ont écouté, ils ont été super. On a complètement modifié la composition des instances. Au lieu qu'il n'y ait que des professeurs qui travaillent pour l'industrie, j'avais demandé à ce qu'il y ait un représentant des infirmiers, des sages-femmes, des généralistes, un juriste, un sociologue, ouais, pour que ce soit des personnalités d'horizons très différents qui ne puissent pas être directement sous l'influence de l'industrie pharmaceutique. Ouais. Et à ce moment-là, je dois remercier le docteur Tan Le Luong, qui m'a beaucoup aidé, qui est une médecin de santé publique remarquable, qui assure un peu le secrétariat de ma commission. Et ensemble, on avait élaboré une charte des conflits d'intérêts. Et moi, j'ai toujours fait respecter ça, c'est-à-dire que quand la charte a été mise en place, à chaque commission, d'abord tous les ans, les membres devaient déclarer leur conflit d'intérêt au ministère. Peut-être qu'il y en a qui l'ont soufflé, mais à chaque réunion, je disais, en ouvrant la réunion, je disais qui a des conflits d'intérêt avec l'ordre du jour. Alors, s'il y en a qui avait un conflit d'intérêt, les conflits d'intérêt mineurs comme invitation à un congrès, on ne le comptait pas parce que sinon il n'y aurait plus personne. Mais des conflits d'intérêt majeurs où quelqu'un était actionnaire d'une société ou était rémunéré grassement par l'industrie pharmaceutique pour faire la promotion de tel ou tel produit, on lui demandait
Bon, on lui laissait le droit de s'exprimer parce qu'il pouvait avoir un avis valable. Mais après, il n'avait pas le droit, il devait quitter la salle, il n'avait pas le droit de participer à la discussion finale ni au vote, et c'était écrit dans le compte-rendu public de la séance. Ça, j'ai toujours fait respecter, ça, on ne peut pas me reprocher ça, on peut vérifier tout ce qu'on veut, c'était à la lettre. Et Et ça n'existe plus. ah non, bah tout ça a volé en éclats avec la Macronie, c'est dramatique, quoi. Et donc, voilà, donc j'ai vu des choses qui n'étaient pas nettes, mais moi, à mon niveau, j'ai fait ce qu'il fallait pour restaurer la dignité de ces instances qui sont, si elles fonctionnent normalement, sont très nobles et conseillent notre République pour mener des bonnes politiques. Mais pour faire un bond en avant avec la crise du Covid, j'étais d'ailleurs, quand j'ai quitté, parce que le Conseil supérieur d'hygiène publique de France est devenu le Haut Conseil de la santé publique, j'étais de nouveau président pendant plusieurs années. C'est moi qui ai démissionné à la fin, parce qu'il voulait absolument que je reste, tout le monde m'aimait bien. Il ne faut pas dire que on ne m'a pas mis dehors, c'est moi qui. Il me suppliait pour rester, c'est moi qui suis parti, parce que un autre drame que j'ai vécu, c'était le passage du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, qui est une institution qui a changé de nom, mais qui datait presque du début de la République. Et d'ailleurs, chose intéressante qui avait été abolie pendant la Deuxième Guerre mondiale par le régime de Vichy, 8 jours avant d'instaurer le Conseil de l'ordre des médecins. C'est une petite parenthèse, et qui a été rétabli après la guerre. Bon. Donc j'étais d'ailleurs le dernier président du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, toutes sections confondues. Donc, je connais bien cette période. Et quand on l'a transformé en Haut Conseil de la santé publique, soi-disant pour être plus indépendant, alors nos locaux n'étaient plus au ministère, on était dans des locaux insalubres, des tours au-dessus de la gare Montparnasse où il n'y en avait même pas de fenêtres. Bon, se réunir dans des pièces sans fenêtres comme ça, pour moi, c'est malsain. Malheureusement, il y a beaucoup de bureaux comme ça aujourd'hui. Soi-disant, on était éloigné du ministère pour être indépendant et en fait, ils nous ont coupé tous les moyens. Quand j'étais au sein du ministère, tous ces médecins remarquables de santé publique de la Direction générale de la santé, ils travaillaient avec nous, c'était fantastique, on faisait un super boulot. Quand on a été envoyé à Montparnasse, il n'y avait plus qu'une médecin de santé publique qui faisait le secrétariat médical de la commission, puis une autre secrétaire qui l'aidait, et point barre. C'est-à-dire qu'on n'avait plus aucune aide de la Direction générale de la santé parce qu'on n'avait plus le droit de communiquer avec eux. On devait être indépendant, donc sous-entendu, débrouillez-vous. Et là, pourquoi je suis parti à la fin, c'est que dans quelques années, on nous a demandé tous les jours, chaque semaine, chaque mois, 10 fois plus de rapports à produire, souvent en urgence, et alors qu'on nous avait supprimé tous les moyens, que chaque année, ils coupaient les budgets. Donc, c'est-à-dire la célèbre phrase de Sarko, mais qui s'est retournée contre lui, c'est travailler comme des dingues et on vous donnera beaucoup moins, quoi. Je traduis le Sarko dans le texte. Hein. Et ça, je l'ai vécu de plein fouet. Et j'ai dit là, ça va pas, parce que ces pauvres experts, on leur demande plein de boulot, il n'y a aucun soutien logistique, fallait rendre des avis en urgence au ministre pour le lendemain. Voilà. Alors après, pour finir avec cette histoire de Haut Conseil, ce qui m'a beaucoup choqué au moment de la crise Covid, c'est que j'ai vu les avis du Haut Conseil de santé publique qui étaient rendus. Alors moi, je les lis, les avis sont publics, et puis je vois déjà que pour certains, plein de lignes étaient barrées en noir en disant données confidentielles, Gilead. Bon, alors c'est pas tout à fait normal qu'on fasse un avis public qui est censuré. Secondo, je regarde qui a rendu l'avis. La moitié des gens qui ont rendu l'avis n'étaient pas membres du Haut Conseil. C'est totalement illégal. Les avis sont rendus par un vote de la commission officielle. Il n'y a même pas eu de vote. Deuxième chose totalement illégale. Parce que c'est vrai que dans la commission, quelquefois, on n'était pas compétent dans tous les domaines de la médecine et de la science. Donc, souvent, ça m'est arrivé de demander l'aide d'experts dans un domaine particulier. On pouvait créer un groupe de travail à côté qui nous conseillait, qui faisait un pré-rapport. Mais après, c'était la commission officielle avec les membres officiels qui devaient valider le rapport final en disant, voilà, on a incorporé ces données très intéressantes, on les valide. C'était voté. Là, il n'y avait pas de vote. Alors,
Et puis alors, l'autre chose qui m'a fait halluciner, c'est que quand il y a eu l'affaire du Mediator, il y a eu la loi Bertrand, et Xavier Bertrand nous a imposé dans sa loi que toutes les réunions du Haut Conseil de santé publique étaient enregistrées. Oui. Elles étaient enregistrées sur un ordinateur. Et puis en plus, il y avait toujours un secrétaire d'une boîte privée qui était embauché par le ministère, qui assistait à toutes les réunions et qui tapait sur l'ordinateur le compte-rendu résumé de tout ce qu'on disait. Donc, le professeur Tartampion a dit ça, machin a dit ça. Et moi, en tant que président, je devais signer les minutes. C'était pas exhaustif, mais enfin, c'était les grandes lignes de ce qu'on avait dit. Et je vérifiais qu'il n'y avait pas d'erreur. Et bon, ça m'ennuie un petit peu que tout soit enregistré comme ça, parce que on n'est pas très à l'aise dans le débat comme ça. Mais bon, je l'ai accepté parce qu'on m'a dit, oui, non, mais c'est très important, parce qu'il y a eu l'affaire du Mediator, il y a eu des morts, il y a eu la responsabilité de commission. La sécurité, ouais. Si un jour dans l'histoire, il y a un autre problème, il faut que les Français puissent avoir accès aux données. Et quand on m'a dit ça, on m'a dit n'importe quel citoyen français, via la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, aura accès aux enregistrements ou aux minutes qui ont été notées par écrit. Alors je dis bon, très bien, je me suis incliné. Pendant des années, on a eu ces enregistrements. Donc, quand il y a eu l'affaire Covid, que j'ai vu que les avis étaient faits dans des conditions illégales, qu'il n'y avait pas eu de vote, et surtout le président de la commission, la vice-présidente, plusieurs membres avaient des conflits d'intérêts majeurs avec les labos qui étaient à l'ordre du jour, ils ont quand même pris la décision, ce qui est totalement illégal. Avec un avocat, je demande à la CADA, donnez-nous d'abord les données qui étaient censurées. Alors, on a fini par les obtenir. Mais après, moi, j'ai fait un recours auprès du Conseil d'État en disant, voilà, moi, je suis ancien président du Haut Conseil, tout s'est fait dans l'illégalité la plus totale pour telle raison. Et là, le Conseil d'État répond, oh non, non, mais vous inquiétez pas, ça s'est pas fait comme d'habitude, c'est vrai, mais c'est parce qu'il y avait l'urgence. Alors là, j'ai sauté de ma chaise parce qu'il y a des procédures d'urgence que j'avais écrites avec des collègues au sein du Haut Conseil. On était capable, avec des procédures tout à fait normales, de rendre un avis en moins de 24 heures. Parce que c'est vrai que j'ai été souvent sollicité. Un ministre dit, voilà, moi je veux un avis pour demain à 14 heures. C'était la veille au matin. Je ne pouvais pas faire venir tous les membres de la commission qui souvent habitaient loin, à Marseille, à Lyon, à Bordeaux, le soir même. Donc, on faisait ça à l'époque, il n'y avait pas encore trop les visioconférences, on faisait ça par téléphone, échange de mails. On validait un texte le soir par mail, on faisait un vote électronique et on rendait l'avis de façon totalement officielle avec un vote officiel de la commission. Donc, toutes les procédures, elles existaient. Donc, le Conseil d'État m'a baratiné. Ils ne peuvent pas me baratiner. C'est pour ça qu'ils sont embêtés, parce que moi, je connais toutes les procédures internes. Donc, ça, c'est ce qui m'a le plus choqué, c'est de voir la dérive de cette belle institution qui était d'abord le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, qui était la vraie belle institution. Après, le Haut Conseil de santé publique, ça a commencé à se dégrader de façon terrible. Je pense que c'était voulu. On a voulu casser l'expertise pour qu'elle soit aux ordres. Et ce qui était le pire, c'était sous le prétexte de vous donner plus d'indépendance. C'est pour ça qu'on voit bien les politiciens, quand ils disent on va faire quelque chose, ils font l'inverse. Eh bien, très bien, merci pour tous ces points-là, Christian. Alors, tu as eu en décembre 2020 une plainte de la part du Conseil national de l'ordre des médecins pour des propos jugés controversés sur l'épidémie de Covid-19. Alors, et tu as eu le verdict, tu t'es présenté, c'était quand? C'était en octobre 2022, 2 ans après. Et donc là, j'avais vu les images, il y avait une aide d'honneur à la sortie du métro jusqu'à l'entrée de l'ordre des médecins. Et comment s'est passée donc cette convocation? Parce que ça fait la une des médias, le professeur Christian Perronne convoqué l'ordre des médecins. Il y avait plein de menaces que tu avais au-dessus de toi comme ça, donc beaucoup de personnes ont eu peur. Comment ça s'est terminé c'est pas complètement terminé parce qu'ils ont fait appel, mais moi j'étais serein parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en mon âme et conscience. J'ai respecté le serment d'Hippocrate. Moi, je me renseignais, contrairement à des médecins de plateau qui
qui ne regarde pas les publications scientifiques, je regardais les vraies publications scientifiques, pas celles frauduleuses qui ont été achetées par corruption dans des grands journaux médicaux, les vraies données. Et si on regardait les données aussi de santé publique de différents pays qui étaient totalement accessibles, il n'y avait pas photo. Évidemment que dès le début, l'hydroxychloroquine marchait, après l'ivermectine. Évidemment, dès le début, on savait que les vaccins avaient été faits à la va-vite. Il y avait même une publication dans le British Medical Journal, c'était déjà en fin 2020, qui disait attention, les études publiées par les laboratoires pharmaceutiques, au moins un des laboratoires, prouvaient qu'il y avait eu il y avait des données qui avaient été trafiquées. Tout ça, c'était dans le domaine public, il n'y avait pas besoin de... bon, fallait un peu chercher, parce qu'évidemment, on ne disait pas ça dans les médias de grand chemin, mais quelqu'un qui connaît le milieu, qui connaît un peu, plus, bon, moi j'ai la chance de pouvoir parler, lire l'anglais, et toutes ces publications souvent sont en anglais, bon, c'était facilement accessible. Donc dès le début, puis j'avais écrit, j'étais très fier déjà en fin 2020 d'avoir dit attention, ces produits, c'est pas des vaccins. Et maintenant, il y a la confirmation que c'était fait à la va-vite. Un vaccin, normalement, c'est 10 ans de développement. Pour une femme enceinte, c'est 20 ans de recul. Quand on voit ce qu'ils ont fait, qu'ils ont dit, bah, allez-y, inoculez les femmes enceintes, il n'y a aucun risque. On voit toutes ces fausses couches, ces malformations chez les nouveau-nés, quoi. C'est horrible, là, ce qu'ils ont fait. Bon, donc moi, pour ma part, j'ai fait que dire la vérité. Voilà, toi tu disais la vérité sur le plateau, puis... Au Conseil de l'ordre, c'était la chambre disciplinaire de la région, de l'Île-de-France, pas nationale. Oui. Bon, il y a une magistrate très sérieuse, il y avait plusieurs médecins qui étaient là, c'était impressionnant, ils étaient habillés en toge écarlate avec l'hermine. Mais bon, ça s'est bien passé. Puis moi, je ne savais pas en sortant quel allait être le jugement. Je me suis un mois après. Ils m'ont donné totalement raison. Parce qu'ils ont regardé mon CV, ils ont dit, bah, vu l'expérience nationale, internationale de Perron, en plus à l'OMS, tout ça, c'était une des rares personnes en France à être capable de juger de la situation. Et il avait non seulement le droit d'exprimer un avis divergent des autorités, il en avait même l'obligation. C'est très fort, hein, le verdict. Voilà, c'est incroyable. Bah, évidemment, le petit groupe à la tête du Conseil national de l'ordre des médecins, qui est un peu aux ordres du gouvernement, bon, ils ont convulsé, ils ont fait appel. Là, j'ai reçu un mémoire en appel, bon, qui ne donne pas de données nouvelles. Il n'y a pas de choses sérieuses vraiment dans ces attaques. Bon, moi, je suis serein. Bon, même s'ils voulaient me condamner, j'en ai rien à faire. Ça ne changera pas ma vie. Ça va les ridiculiser, c'est tout. Et puis, mais malheureusement, il y a beaucoup de médecins qui ont sauvé des milliers de vies qui aujourd'hui sont attaqués, sont radiés, sont condamnés. Et ça, c'est épouvantable. Le Conseil de l'ordre n'est pas là pour juger de la qualité d'une prescription si elle est conforme à ce qu'a dit le ministre de la Santé. Surtout que le ministre de la Santé s'est appuyé sur des données totalement fausses, frauduleuses ou inventées. Et la liberté de prescription, elle est inscrite dans le droit des médecins. Après, si un médecin fait vraiment des bêtises et qui sciemment il tue ses patients ou qu'il soit condamné, c'est normal. Mais là, c'était pas du tout le cas. C'est tous ces médecins, ils ont sauvé des milliers de vies et on les accuse en accusation inverse d'avoir mis en danger leurs patients. Alors que les médecins qui ont refusé de traiter, qu'on dit restez chez vous, prenez du Doliprane et si vous êtes en train d'étouffer, vous appelez le centre 15 qui ne répondait pas toujours et puis vous arrivez à l'hôpital, on ne vous soigne pas. Puis si vous êtes vraiment en train d'étouffer, on vous fait l'injection de Rivotril pour vous achever. Ça, alors ces médecins-là, ils sont insensés, on n'y touche pas. Donc, il ne faut pas me raconter des cracks. Moi, je suis très fier de ce que j'ai fait. J'ai respecté le serment d'Hippocrate. Tous les médecins qui ont soigné par l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, tout ça, sont des médecins qui ont été fantastiques, qui ont sauvé en France des centaines de milliers de vies. Faut bien être clair, hein. Parce que moi, j'avais déjà dit en juin 2020, par des calculs statistiques assez simples qui ont été vérifiés par d'autres, que l'interdiction de l'hydroxychloroquine avait été responsable de la mort de 25 000 personnes en France. D'ailleurs, on m'a attaqué là-dessus, mais personne ne m'a vraiment attaqué sur les chiffres, parce que les chiffres, ils sont béton, on ne peut pas les contester. Donc, voilà, moi, j'étais très à l'aise. Après, bon, peut-être qu'un jour, je serai reconvoqué devant le Conseil de l'ordre national pour l'appel. Bon, ben, je serai reconvoqué.
Bon, quelque part, tu cherches un petit peu quand même, parce que quand tu écris 3 livres sur le sujet, aujourd'hui, c'était l'idée de ces médecins de plateau, c'était de te rader de l'ordre des médecins, etc. Aujourd'hui, est-ce que tu croules sous les attaques en diffamation? Est-ce que tu croules sous les. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Ah ben, si j'étais obligé d'écrire 3 livres, c'est qu'ils n'ont pas réagi au premier. Je suis désolé, j'avais besoin de dose de rappel, hein, je peux rien. Heu, après, 0 attaque en diffamation parce que je me souviens, le premier livre est paru en juin 2020. Tout de suite sur les plateaux de télé, il y avait des médecins de télé que j'avais même côtoyés de temps en temps sur des plateaux, qui ont dit: «Ça y est, Perron a fait un livre, dégoûtant, il attaque ses collègues, il va être radié, il a diffamé». Alors pourtant, et je peux vous dire qu'il y a des armées d'avocats qui ont été mis en place par les autorités pour éplucher chaque mot de mes livres. Ils n'ont Ouais, jamais trouvé une faille. Tout ce que je dis dans mes livres est documenté. Il y a ouais, les c'est sourcé, il y a toutes les sources. J'ai jamais attaqué quelqu'un ad hominem aussi, je l'ai attaqué gentiment, c'est en le faisant parler. J'ai jamais dit, Olivier Véran machin a dit ça, ou je l'ai jamais attaqué personnellement. Je l'ai fait parler, j'ai dit: «Bah, Olivier Véran tel jour a dit ça». Bah, 3 semaines après, il dit l'inverse ou 3 mois après. C'est lui qui se ridiculise tout seul, c'est pas moi, donc c'est pas moi qui l'attaque. Je n'ai fait que citer des faits. Et ça, ils ont été embêtés parce que, effectivement, ils ont pensé qu'ils allaient m'avoir comme ça, mais non, parce que tout ce que j'ai dit depuis le début s'est avéré vrai. Je suis très fier parce que j'ai commencé à aller dans les médias en mars 2020. Tout de suite, j'ai vu que ça, que toutes les décisions prises étaient totalement incohérentes. Et j'ai jamais changé de discours depuis mars 2020. On ne peut pas m'accuser d'avoir été un coup à droite, un coup à gauche, comme ont fait certains. Voilà, et je suis très fier de n'avoir jamais dévié malgré les pressions. Ils pensaient m'abattre avec quelques menaces et le conseil de l'ordre et tout ça, mais ils ne m'abattront pas parce que je suis dans la vérité et que de toute façon, la vérité de plus en plus éclate dans le monde entier. C'est pas que français, hein. On Mmh. voit des scandales révélés tous les jours. Bon, pour Eh l'instant, bien, c'est camouflé par les grands médias aux ordres, mais ça ne peut pas être camouflé éternellement. Et il va y avoir des. Et je pense que dans certains pays où les juges sont peut-être moins aux ordres, il va y avoir des jugements qui vont peut-être aller jusqu'au bout. Je eh bien, l'espère. très bien. Eh bien, justement, abordons le point souvent, le point suivant, qui est de nous faire un point de ce que tu as vécu là, ces 12 derniers mois sur la vaccination Covid et sur ses conséquences. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors déjà, je le disais, j'avais fait un petit communiqué public en français d'une page et demie quand ils annonçaient qu'ils allaient lancer le vaccin. Donc je crois que c'était de mémoire fin 2020. Enfin, je peux Décembre 2020, oui. Et ça avait été traduit en anglais par d'autres personnes que je connaissais pas. Ça avait fait un peu le tour du monde. Et là, je disais, quand je l'ai relu 2 ans après, ah, c'est dingue parce que j'avais tout dit dans ce communiqué. J'avais dit, attention, on a affaire à une nouvelle technologie. Euh, Déjà, si c'est une technologie classique, un nouveau vaccin, c'est 10 ans de recherche. Donc, on l'accélère un peu, qu'on raccourcisse à 3 ans parce que c'est l'urgence sanitaire peut-être, mais c'est vrai que les essais sur les animaux, sur les rongeurs étaient catastrophiques. Ils mouraient, la plus grande partie mouraient. Il y avait des conséquences dramatiques quelquefois sur les nouveau-nés chez les souris ou les rats. Alors, ils ont arrêté les études chez l'animal en disant on va passer tout de suite à l'homme, qui est un cobaye plus sérieux. Et on a lancé comme ça des campagnes vaccinales sur des milliards d'individus sans aucune donnée solide. Et alors, alors, il y avait soi-disant des études publiées qui étaient géniales. En fait, il y a quand même eu des publications dans les grands journaux médicaux pour dire attention, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'était une américaine qui avait dit dans le British Medical Journal, certaines données ont été truquées. Euh, donc, on ne peut pas faire confiance à tout ça. Après, quand vous regardez maintenant, c'est plus récent, mais heureusement, l'Afrique du Sud a révélé publiquement les contrats qu'elle a signés avec les fabricants de vaccins. Et qu'est-ce qu'on découvre? Le fabricant de vaccins dit, voilà, on vous demande d'acheter pour tant de milliards ou de centaines de millions tel produit, mais on n'est pas sûr qu'il marche, on n'est pas sûr qu'il y ait des effets secondaires, on n'est pas sûr qu'il sera bien toléré, qu'il n'y aura pas des accidents. Mais vous inquiétez pas, mais en tout cas, signez que vous nous levez de toute responsabilité s'il y a le moins de pépins
et que ce sera vous qui devrez indemniser les éventuelles victimes. Non, mais quand on lit ça, alors la France, vous savez qu'avec Xavier Azalbert a demandé, ou d'autres en France ont demandé la copie des contrats. Le ministère français refuse de les donner. C'est-à-dire qu'ils ont des choses à cacher. Si c'était transparent, ils les donneraient. Je pense que les contrats, de toute façon, ils ont été rédigés par les cabinets de conseil internationaux. Je pense que c'est les mêmes du Cap à Nairobi, à New York et à Melbourne. Hein. Je ne me fais pas d'illusions. Enfin, quand on lit ces contrats, on s'aperçoit qu'on a contraint les États à donner des milliards comme ça sur des produits en leur disant bien, on ne sait pas si ça marche, on ne sait pas si ça va faire des dégâts. Bon, alors. Surréaliste. Déjà, disons que ce sera un vaccin standard. Là, déjà, on avait une nouvelle technologie, le fameux ARN messager, qui fabrique l'individu en usine à fabriquer de la protéine dite spike, qui est la protéine de pointe du coronavirus qui donne le Covid. Donc, et cette protéine. Alors, vous savez, les fabricants, les fact-checkers, c'est soi-disant ces personnes qui vérifient l'information, on dit tout de suite, ne vous inquiétez pas, c'est injecté la protéine ou l'ARN messager, on le trouve très brièvement au point d'injection, mais il ne diffuse pas, et il disparaît tout de suite, et puis ça ne peut pas s'intégrer dans les cellules. Voilà. Dormez, braves gens, il n'y a rien à voir. C'est tout à fait différent. Maintenant, d'ailleurs, je l'ai publié récemment parce que moi, je suis content depuis le début du Covid. J'en suis à 10 publications internationales dans des journaux médicaux à comité de lecture référencés. Donc, je suis très fier d'avoir participé à tout ça. On a montré que cette protéine spike et cet ARN messager pouvaient diffuser dans tous les organes, qu'il y a peut-être des individus qui arrêtent de le produire au bout d'un certain temps, mais on sait que ça peut, chez d'autres, la production peut être beaucoup plus prolongée. On sait que ça induit tout un tas de dégâts dans l'organisme, des caillots, ce qu'on appelle les thromboses, avec risque d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral, d'embolie pulmonaire, tout ce qu'on veut, d'où c'est toutes ces morts subites qu'on voit sur les stades de foot ou chez les jeunes sportifs ou chez les pilotes de ligne. Il y a beaucoup de pilotes de ligne qui, malheureusement, qui sont décédés ou qui ont fait des arrêts cardiaques en vol à cause de la baisse de la pression dans la cabine, où il y a une baisse de la pression d'oxygène. Donc voilà. Moi, déjà, j'avais pressenti tout ça, je l'avais écrit avant même qu'il y ait l'expérience. L'expérience est arrivée, qu'est-ce qu'on a vu? D'abord, on sait maintenant, grâce aussi, il faut rendre hommage à Pierre Chaillot, à Laurent Toubiana, qui ont réanalysé toutes les données de Santé publique France, qui ont montré que finalement, ce Covid-19 n'avait pas tué énormément. Malheureusement, il y a eu beaucoup de morts, et je leur rends hommage parce qu'ils ont été victimes de tout ça, mais sur la population générale, il n'y a presque pas eu d'excès de mortalité, en tout cas moins que certaines épidémies qu'il y a eu dans le passé. Et ça n'a touché, les cas très graves et mortels, c'était essentiellement des personnes très à risque, des gens de plus de 85 ans qui avaient des obésités très importantes ou qui avaient des gros problèmes cardiovasculaires respiratoires. Et en plus, on sait que tous ces gens-là, on aurait pu les sauver par un traitement. Parce qu'on le savait dès le début que l'hydroxychloroquine marchait. Enfin, la première étude de Raoult sur 25 patients sur la chute de la charge virale, il n'y avait pas photo, c'était statistiquement significatif, c'était déjà prouvé. Même si tout le monde a dit l'inverse, évidemment, ça dérangeait tout l'establishment de prouver que ça marchait. Donc, mais là, sur 12 derniers mois, voilà, pratiquement 3 ans après les débuts de la vaccination, on constate toujours des effets secondaires. Ce n'est pas quelque chose qui arrive seulement sur les 15 jours après les injections. Là, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une dégradation de la santé en France? Ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de surmortalité due au Covid-19, sauf chez certaines personnes qui auraient pu être sauvées. Oui. Mais depuis le début de la campagne dite vaccinale, parce que je n'appelle pas ça des vaccins, la plus grande imposture de cette crise, c'est d'avoir osé appeler vaccins des produits expérimentaux qui n'ont jamais été des vaccins. Il faut quand même le dire à chaque fois, parce que je ne suis pas anti-vax, j'ai toujours été pour la vaccination, mais là, on s'est foutu de notre gueule en faisant croire que ces produits étaient des vaccins, alors que c'est des produits qui étaient des facilitateurs du virus. Donc, quand on regarde après ces campagnes dites vaccinales, 9 mois après, baisse de la fertilité en France, comme par hasard. Alors, c'est 9 mois après, mais oui, c'est dû à la canicule, au réchauffement climatique, à je ne sais pas quoi. Les jeunes sont stressés. Bon, puis c'est tout ça, c'est du pipeau. C'est vraiment lié à l'inoculation dite vaccinale. Et surtout, augmentation partout dans les pays qui ont beaucoup vacciné.
augmentation de la mortalité, y compris chez les jeunes. Des augmentations qui n'ont jamais été vues dans l'histoire. Et c'est reconnu. Même le Parisien, l'année dernière, a fait un article en disant, tiens, c'est marrant. Ouais, marrant, non, c'est pas marrant du tout. C'est dramatique, mais on voit une augmentation de mortalité en France, mais on ne connaît pas la cause. Alors, à chaque fois, l'explication, c'est, Cause c'est inconnue. inconnu. Même le CDC d'Atlanta, qui est le centre qui surveille les maladies dans le monde, avait reconnu qu'il y avait un excès de mortalité aux États-Unis, y compris chez les jeunes, mais unknown origin, en anglais, ça veut dire cause inconnue. Ou alors ils inventent des théories totalement farfelues pour essayer de faire croire que c'est le réchauffement climatique, que c'est le stress ou autre. Clairement, il y a un excès de mortalité chez les jeunes, il y a de la stérilité, il y a une flambée de cancer. Alors, les cancérologues en pignon sur rue ne veulent pas trop en parler parce qu'ils sont quand même très liés à l'industrie pharmaceutique, mais moi, j'ai discuté à huis clos avec des cancérologues ou des médecins généralistes qui suivent beaucoup de patients atteints de cancer depuis 20 ans. Ils n'ont jamais vu ça. J'ai vu une médecin qui pleurait quand elle me racontait ce qu'elle voyait dans son cabinet tous les jours. Des gens qui étaient guéris, stabilisés de cancer, qui se mettaient à rechuter, à flamber, à mourir en 3 mois. Des gens qui font en même temps des cancers d'organes différents avec des profils cellulaires différents. On ne fait pas normalement, ça a été décrit dans l'histoire de la médecine, et exceptionnellement, quelqu'un pouvait faire 2 cancers, mais là, ça devient assez habituel de voir quelqu'un qui fait un cancer du poumon et en même temps un cancer d'un autre organe, sans que le poumon soit une métastase de l'autre cancer. C'est 2 cancers complètement différents sur le plan cellulaire. Et ça, on ne peut pas nous raconter des cracks. Alors, on a appelé ça les turbocancers, c'est un terme qui est tout à fait approprié, Voilà. Qui est nouveau. qui montre bien ce qui se passe actuellement. Donc, entre les cancers, toutes ces maladies cardiovasculaires, ces morts subites des personnes jeunes, et tout ça, on voit bien que c'est lié à ces inoculations massives. Il y a comme des milliards de gens qu'on a reçus dans le monde. Et c'est la première fois qu'on voit d'un seul coup un recul dans les naissances, et que dans les pays qui ont vacciné. Si vous regardez Ouais, le c'est Japon, ça. quand je dis quelquefois en Afrique, en Asie, ils ont fait merveille, ils ont eu beaucoup moins de morts parce qu'ils ont traité tout de suite par la chloroquine, l'hydroxychloroquine, les plantes, l'artémisia. Non, mais ça, c'est n'importe quoi. Puis c'est des pays en voie de développement, ils ne sont pas fiables. Mais regardez le Japon, qui est un pays développé, 25 fois moins de morts qu'en France par rapport à la population. 25 fois moins. Parce que les Japonais ont tout de suite vu qu'ils ont autorisé les traitements précoces. Et puis ils ont été très prudents sur la vaccination. On a vu les mêmes effets au Vietnam, en Inde, où quand ils ont traité par l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, il n'y avait pas de mort. Et quand ils ont voulu introduire la vaccination, c'était la catastrophe. L'épidémie est repartie parce qu'à chaque fois, ce sont les gens vaccinés qui ont fait la maladie le plus. C'est ça qui est curieux quand même. Et après, quand ils ont arrêté de vacciner, bah, ça s'est rentré dans l'ordre et puis ils ont trouvé des taux de mortalité très faibles. Et pourquoi dans les pays occidentaux, qui comme par hasard, c'est un peu les pays de l'OTAN, ont le plus de morts, le plus de victimes, c'est parce que c'est là où on a le plus inoculé. C'est pour ça qu'ils sont en état de panique actuellement, parce que tout ça est en train de sortir. C'est pour ça qu'ils veulent absolument que le Conseil de l'ordre radie pour faire peur et ferme la bouche de tous les médecins qui ont traité. Parce que c'est mettre le nez dans, excusez-moi de l'expression, c'est mettre le nez dans leur caca, parce qu'ils ont fait n'importe quoi sans aucune donnée scientifique. Très bien. Et alors donc pour passer à l'autre sujet, il me semble que c'est toi, je t'avais entendu parler de ça dans un entretien. Il y a une volonté d'utiliser justement cette technologie ARN dans la vaccination classique. Est-ce que tu peux nous en dire davantage et ce que tu en penses? Et ça, c'est terrible, hein, parce que effectivement, c'était dit par les fabricants de vaccins. Je sais qu'ils sont en train de fabriquer aussi une grosse usine en Afrique du Sud pour produire beaucoup de vaccins ARN messagers pour toute la planète. Ils se vantent de dire non seulement on va augmenter la prévention contre le Covid, parce qu'ils font croire que le Covid est toujours une menace, alors que le Covid a été un peu assez dangereux pour les personnes à risque à la première vague, encore un petit peu moins la deuxième vague, puis depuis la troisième vague, le virus est devenu totalement
je dirais pas inoffensif. Malheureusement, il y a encore quelques personnes qui font des formes graves, comme pour la grippe, mais ça donne des rhumes et des bronchites. Donc, nous faire croire qu'il faut absolument construire des usines pour fabriquer encore des sites de fabrique. Parce qu'on nous raconte l'histoire que les pauvres Africains, les pauvres Asiatiques n'ont pas eu assez accès au vaccin. Heureusement pour eux, parce que c'est eux qui s'en sont mieux sortis. Non, mais c'est fou ce discours avec ces financiers dans les grandes compagnies de financement de ces labos, de dire il faut absolument maintenant développer des usines gigantesques pour mettre de l'ARN messager partout. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'ils ont fait des communiqués en disant qu'ils étaient en train de faire des essais pour que tous les vaccins des enfants à l'avenir soient ARN messager. Alors là, moi, je n'étais pas anti-vax, mais si on fait ce coup-là, je deviens un anti-vax féroce. Je dis aux parents, prenez votre gamin et vous refusez la seringue. Ce serait horrible quand on voit que seul le vaccin Covid-19 n'a pas marché, que c'est reconnu, même Jean-François Delfrécy et d'autres même l'ont reconnu que ça n'avait aucun effet sur la transmission, puis même Pfizer l'a reconnu, tout le monde. Oui, dit officiellement à l'Assemblée européenne, je crois. Et qu'en plus, ça a aggravé les cas, aggravé la mortalité. Donc, un échec total de cette première expérience qui a été faite à la va-vite. Et maintenant, on veut vendre la population du monde. On est des génies, on va sauver vos enfants pour des vaccins qui sont... Des fois, on vaccine pour des maladies qui ont presque disparu. Je ne dis pas que le vaccin est inutile, mais on peut le faire avec des vaccins classiques sans problème. Soi-disant la nécessité absolue de faire ces nouvelles technologies d'ARN messager qui vont fusiller le système immunitaire de nos gamins, qui vont leur donner des cancers, peut-être les faire mourir, parce qu'il y a quand même des enfants qui sont morts après le vaccin, il faut le savoir. Là, je dis c'est totalement honteux. Alors, qu'ils le fassent dans le respect de toutes les lois normales de développement d'un produit pharmaceutique avec les règles d'éthique, qu'ils fassent ça sur 20 ans, parce que 10 ans, c'est un produit connu, mais je dirais un produit totalement nouveau. Il faudrait presque 15-20 ans pour avoir la preuve avant d'injecter un enfant. Qu'il fasse ça avec toutes les règles de l'art, avec prudence, en disant oui, on a une nouvelle technologie géniale, bon, pourquoi pas, mais qui nous l'impose d'ici 1 an ou 2 en disant ça y est, on a le traitement miracle pour tous les enfants qui sont en pleine forme, qui n'ont pas besoin toujours de ces produits. Là, franchement, et je pense que les parents ne sont pas dupes, ce serait la révolution. Il ne faut pas qu'ils croient que les gens vont accepter ça. Très bien. Merci pour tes éclairages et ces conseils-là. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous parler de ta vie de retraité? Est-ce que tu te la coules douce, comme on dit, ou alors est-ce que tu es toujours dans l'action? Et il me semble que dans l'action, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais maintenant? Depuis que je suis retraité, je n'arrête pas. Donc... on se croise sur des festivals, on se croise sur des conférences. Je suis invité partout, dans des réunions publiques. Alors, ça peut être en France, à l'étranger, dans beaucoup de pays européens, aux États-Unis, au Canada. Donc voilà, j'arrête pas. En plus, je continue même si je vois plus de patients, je continue à faire mon lobbying pour défendre les patients atteints de la maladie de Lyme chronique, parce que c'est une horreur aussi. C'est une bactérie qui a été modifiée d'abord par les Allemands, les Japonais, puis par l'armée américaine. Donc, on le sait, maintenant, il y a des preuves. Pour ça que je peux le dire, j'ai été attaqué quelquefois, oui, Perron avec ses tiques nazis. Oui, c'est prouvé. Il y a eu des c'est une arme de guerre. Donc, on peut modifier une bactérie et ensuite, elle se prolifère. Il y a plein de labos dans le monde qui font ça tous les jours, malheureusement, alors que c'est soi-disant interdit. Et c'est pour ça que la maladie de Lyme, on a voulu me faire taire, parce que c'est public maintenant. Il y a eu un livre aux États-Unis qui est sorti, écrit par Chris Newby. Alors, Chris, c'est K-R-I-S Newby, N-E-W-B-Y. Le livre s'appelle Bitten. Bitten en anglais, ça veut dire mordu, parce que c'est la morsure de tique. Alors, malheureusement, le livre n'est pas traduit en français. C'est un livre en anglais pour ceux qui lisent l'anglais, publié chez Harper, où elle a dévoilé toutes les archives secrètes de Willy Burgdorfer, qui avait soi-disant décrit cette bactérie. Et il y a eu un vote à la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique début juillet 2019, donc c'était juste avant le Covid, suite à la parution du livre, où il y avait toutes les preuves, en disant ils avaient demandé la création d'une commission d'enquête sur le Pentagone
en disant au Pentagone, est-il vrai que vous avez exposé le peuple américain à des bactéries de guerre? C'est pour ça qu'on n'a pas, la chronique n'a pas le droit d'exister. Pourquoi c'est la seule maladie au monde qui n'a pas le droit d'exister? On a mis au point des tests sérologiques, c'est-à-dire des tests de diagnostic nuls, qui dépistent 5% des malades. Bon, tout ça, moi, je l'ai raconté dans mon livre, La vérité sur la maladie de Lyme. D'ailleurs, il y a une version anglaise qui est sortie depuis, qui s'appelle Crypto-infection, Crypto-infection, c'est les infections cachées. Bon, maintenant, il y a toutes les preuves. Depuis que les preuves sont sorties, c'est bizarre, les fact-checkers m'attaquent plus sur la maladie de Lyme, parce que je pense ils font profil bas. Ils disent, ah zut, encore une fois, Perron, il avait raison. Voilà. Donc, il faut savoir que toute cette manipulation sur la maladie de Lyme m'avait ouvert les yeux. C'est pour ça que peut-être que j'étais beaucoup plus rapidement réactif quand il y a eu le Covid. Oui, tu as vu les mêmes instruments se mettre en place. Tu as raison. Pendant des années, pendant la maladie de Lyme, le CDC d'Atlanta, qui dépend de l'armée américaine, hein, qui est le service de surveillance des maladies, les infectiologues américains sous contrôle, écrivaient des éditoriaux dans les plus grands journaux, le Lancet, le New England Journal of Medicine, pour dire la maladie de Lyme chronique n'existe pas, c'est que des patients fous hystériques qu'il faut envoyer en psychiatrie. Faut surtout pas faire de PCR, c'est un très mauvais test diagnostique parce que c'est trop sensible et que ça diagnostique des gens qui sont pas malades. Et c'est les mêmes qui après ont dit pendant le Covid, il faut faire des PCR à tout le monde, y compris à des gens parfaits de santé, ce qui est un non-sens scientifique. Donc, oui, tu vois la manipulation des foules en disant on interdit les méthodes diagnostiques qui marchent dans un cas, dans l'autre cas, les mêmes méthodes, on les promeut parce qu'on voulait que tout le monde soit malade. Dans le Lyme chronique, les traitements sont interdits. C'est antibiotiques et hydroxychloroquine, le traitement du Lyme chronique. Et l'hydroxychloroquine, elle est interdite dans les deux cas aussi pour le Covid. Donc voilà, tout ça m'a sauté aux yeux qu'il y avait une gigantesque manipulation et qu'il y avait eu d'autres exemples dans l'histoire. Très bien, merci Christian. Alors pour terminer, j'aimerais que tu nous parles de tes visions pour demain. Comment tu vois la santé se développer? Qu'est-ce que tu vois déjà? Qu'est-ce que tu observes déjà comme transformation sur le terrain dans le secteur médical à travers tes nombreuses rencontres, conférences? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta vision pour demain? La vision d'aujourd'hui, elle est catastrophique parce qu'on a bien vu que l'État profond, les fonds de pension américains, ils veulent démolir toute la médecine libérale, la médecine privée dans le monde entier et la médecine publique, pourquoi pour la racheter à bas prix et la contrôler. Donc j'ai dit que les gouvernements de droite et de gauche ont joué exactement la même politique, restreindre des budgets. On voit que le dernier ministre de la Santé est à peine arrivé, alors que les hôpitaux n'ont plus un sou, qu'il n'y a plus de personnel, qu'on attend 3 jours, 4 jours quelquefois aux urgences, qu'on meurt aux urgences toutes les semaines en France. C'est un état... Moi, je suis plus à l'hôpital, mais ma femme y travaille encore. C'est des conditions de travail extrêmement difficiles. Et que la première chose que le ministre dit, il faut encore que les hôpitaux en France rendent des centaines de millions d'euros. Alors que pendant ce temps-là, le gouvernement va donner des milliards, qu'on voit qu'il y a des milliards qui ont été piqués dans la caisse de l'organisme qui doit indemniser les travailleurs qui perdent leur emploi parce que leur boîte fait faillite. Tout ça, c'est des scandales publics révélés par la Cour des comptes. Quand Macron a donné plus de 3 milliards d'euros aux médias pour les avoir à sa botte, tout ça, c'est public, c'est lui-même qui l'a dit. Et qu'il a donné, je crois, c'était 400 milliards, mais on m'a dit, je n'ai pas vérifié le chiffre de 600, mais déjà 400, des centaines de milliards d'euros pour le Covid, dans des mesures qu'on ne servait à rien. Oui, il disait que ça avait coûté 650 milliards d'euros. Et voilà, et on n'est pas capable de donner 1 milliard d'euros pour des urgences, pour les infirmières, c'est une honte absolue. Donc, il n'y a plus de médecins généralistes, il y a des spécialités, il n'y a plus personne. Pédiatrie, c'est en voie de disparition. Psychiatrie, ophtalmo, anatomopathologie, j'en oublie encore, mais il y a plusieurs spécialités sinistrées. On peut maintenant quelquefois attendre 6 mois, 1 an pour avoir un rendez-vous. Moi, j'ai vu la porte ouverte pour la e-santé, en fait.
J'ai vu l'exemple dans ma famille. Maintenant, les généralistes, beaucoup ont pris leur retraite ou ont été radiés, suspendus, sont dégoûtés, veulent plus travailler, se sont reconvertis pour un autre métier ou faire des. Donc, aujourd'hui, des gens ne trouvent plus le médecin généraliste, même à Paris. J'ai des témoignages autour de moi. Donc, tout ça, c'est voulu. Il ne faut pas croire qu'on a diminué le nombre de médecins. On a fait croire qu'on augmentait un petit peu le nombre d'étudiants à un moment donné, mais c'était du pipeau, quoi. C'était pas grand-chose. Tout ça, il faut voir que c'est voulu. Donc, je suis très inquiet parce que là, ils foutent en l'air complètement le système de santé. Alors maintenant, je suis optimiste parce que tout ça va s'écrouler. J'en suis Ouais. convaincu. Il y a trop de scandales qui sortent, tout émerge de partout. Les données de santé publique de tous les pays sortent. On ne pourra pas les cacher sous le tapis éternellement. Se cacher sous le tapis, regarde l'Angleterre a dévoilé, déjà ils avaient dévoilé des choses quand j'étais passé à CNews, ce qui m'avait été reproché par le Conseil de l'Ordre en fin 2021. L'Angleterre montrait que quand on était inoculé avec le pseudo-vaccin, si on rencontrait le virus, qu'on faisait une forme un peu sévère, on avait 4 fois plus de chances de mourir si on était vacciné que pas vacciné. J'avais envoyé les courbes à CNews. Bon, ils les ont pas projetés pendant l'émission, mais je leur avais envoyé avant pour qu'ils voient que je racontais pas des histoires. Bon. Maintenant, c'est public. On sait qu'en Grande-Bretagne, maintenant, c'est prouvé que le vaccin a aggravé les dégâts, a augmenté la mortalité. Donc, Laurent Toubiana, Pierre Chaillot, même nous, avec l'association Bon Sens, avec Xavier Zalbert, on a demandé à Santé publique France de nous communiquer les données de mortalité en fonction du statut vaccinal. Et là, la réponse était non, on ne peut pas, c'est beaucoup trop de travail, ça coûterait trop cher, ça mobiliserait nos fonctionnaires pendant 15 jours. Moi, j'ai envie de leur dire, si vous n'êtes pas capable de faire le boulot, pourtant vous êtes capable de donner des centaines de milliards pour autre chose, vous nous donnez les données, nous, on peut trouver quelqu'un qui va faire ça pour pas très cher. Donc voilà, c'est pour ça, je dis ça parce que ils ne peuvent pas cacher éternellement ces données sous le tapis. Là, pour l'instant, ils sont dans la défensive. Ils essaient de dire non, on ne peut rien vous donner. Tout ça va éclater au grand jour. Et moi, je pense qu'on va aller vers une grande révolution, même pacifique, mais une grande révolution à la fois sociétale et même dans la médecine. Et je me dis avec le recul que peut-être que cette crise a été nécessaire pour ouvrir les yeux des gens et que ça va permettre un grand réveil. Parce que moi, quand je fais des conférences quelquefois publiques, je remercie Klaus Schwab, je remercie Bill Gates, je remercie Soros, tous ces grands milliardaires qui ont organisé cette crise depuis longtemps, en disant si vous n'aviez pas fait cette crise Covid, moi je serais resté dans le brouillard, parce que moi il y a 4 ans, je pensais encore que je vivais en démocratie. Oui, moi c'est pareil. J'ai vraiment découvert la presse en France. L'impression datait déjà de plusieurs décennies, que c'était un point appliqué parmi d'autres pour contrôler les populations. Bon, je sais qu'il y a encore beaucoup de Français, une majorité qui ne voient pas ça parce qu'ils écoutent les grands médias de grand chemin là, tous les soirs, mais il y a quand même de plus en plus de gens éveillés. Ouais, moi, je le vois parce qu'avant, moi, il y a 3 ans, personne ne me connaissait. Et maintenant, dans la rue, on me reconnaît tous les jours. Les gens viennent me voir, me féliciter. Donc, je n'ai pas fait ça pour ça, mais pour moi, c'est un reflet qu'il y a quand même des millions de gens en France Bien qui sûr, sont éveillés. Et ils le savent là-haut. Hein. bien sûr. C'est pour ça qu'ils pétochent actuellement. Et pourquoi il y a un projet de loi pour contrôler les dérives sectaires, soi-disant contrôler les médecines naturelles, et qu'on n'aura plus le droit d'avoir un discours contraire aux directives de santé publique du gouvernement, sinon on risquera des sanctions majeures. Mm. Ça veut dire quoi, ça? Qu'ils prévoient une loi pour qu'un joueur Perron, on l'envoie en prison immédiatement s'il dit que leur politique est déconnante. Et ça, on est déjà en dictature aujourd'hui, mais là, ça deviendrait une super tyrannie, une super dictature s'ils en viennent là. Et déjà, ils essaient de censurer tous les réseaux sociaux, ils n'y arrivent pas. Heureusement qu'il y a Twitter qui s'appelle X maintenant, qui résiste. Mais moi, je crois qu'ils sont aux abois. Il y a tellement de scandales qui sortent qu'ils ne vont pas pouvoir tenir comme ça éternellement. J'espère que tout ça va s'écrouler.
et qu'on Mais va tu penses quand même que toutes les médecines dites alternatives ou naturelles peuvent prendre le pas? Parce que c'est vraiment pratiqué en Inde ou en Asie, mais nous, pouvoir. ça a du mal à… Il y a des gens extrêmement sérieux, il y en a d'ailleurs qui sont des médecins, d'autres dans des professions paramédicales qui font du très bon boulot, qui ont été bien formés, qui font ça avec prudence et en sachant ce qu'ils font. Et après, il y a des charlatans dans le milieu, malheureusement, quelquefois qui discréditent toutes ces personnes. Donc, il faut toujours être prudent, il ne faut pas se fier à n'importe qui. Mais moi, je l'ai vu, même moi, dans ma pratique médicale pour le Lyme chronique, ça fait 20 ans que je fais de la phytothérapie. C'est les malades qui m'ont tout appris. Et j'ai vu Tu que ça utilises marche. les huiles essentielles. Oui, oui, bien sûr, et ça marche très bien. Il faut savoir un peu les manier. Bon, la plupart ne posent aucun problème d'effet secondaire. Mais Faut ça, tu faire. l'as pris par tes patients. Ah, bien C'est sûr, je n'ai pas ça appris ça retombé. en médecine. Même, je suis peut-être un des rares spécimens de médecins qui écoutent ses patients. C'est rare, hein, je sais que ça devient. Et donc, ils t'ont conseillé des choses ou alors tu as vu que… Non, mais quelquefois, au début, les patients ne voulaient pas me parler de tout ça. Au professeur qu'on s'est soigné avec des plantes en cachette. Mais comme ils voyaient que j'avais l'air sympa, que j'étais ouvert, il y en a qui ont commencé à me parler en disant, je voyais des patients qui rechutaient, d'autres qui ne rechutaient pas, avec les mêmes traitements. Et il y en a qui m'ont dit, bah oui, ça fait 3 mois que je prends des extraits de pépins de pamplemousse ou de la propolis, c'est le produit des abeilles, ou du ginkgo biloba ou de l'origan. Et depuis que je prends ça, mes symptômes sont en train de disparaître, c'est génial. Alors moi, j'étais impressionné au début, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils me racontent, c'est des fous. Et après, du coup, j'en ai parlé à des patients, tiens, peut-être vous devriez essayer, moi je ne sais pas, mais enfin, ce n'est pas des produits dangereux. Et puis après, de plus en plus de patients vont dire, ouais, c'est génial, ça marche. Après, il n'y a aucun produit, même bio, aucun antibiotique qui marche chez tout le monde. Mais c'est ça l'approche intéressante. Et moi, ce que j'aurais voulu, c'est que tout ça soit validé dans des études randomisées, scientifiques, officielles. Et là, c'est impossible. Dès que j'ai abordé la question, je me suis fait incendier en disant on n'évalue pas des produits de charlatans. Puis comme ces produits ne sont pas brevetables, ils ne rapportent rien à l'industrie. Ouais. Et les études randomisées coûtent tellement cher. Une grosse étude randomisée en France, maintenant, ça peut coûter 2 millions d'euros. Il n'y a que les fonds que les organismes officiels de la République nous donnent pour la recherche, c'est quand même assez modéré. Donc, on ne peut pas faire une grosse recherche sans l'aide de l'industrie pharmaceutique aujourd'hui. C'est quasiment impossible. Donc, c'est même pas envisageable une seconde que je puisse faire une étude pour valider telle ou telle plante contre placebo. Tu l'avais fait avec l'artémisia quand même. Tu avais fait une étude en Afrique. Elle a été censurée, elle a été rétractée. Ça, c'était en Afrique. Il y a des résultats absolument remarquables. Cette étude a été faite avec pas beaucoup d'argent sur 1000 patients. Alors, c'est vrai qu'il y avait quelques petites irrégularités dans la base de données parce que le pauvre gars, il était tout seul en Afrique avec des dispensaires qui étaient quelquefois éloignés de centaines de kilomètres. Il y avait des dispensaires où ils s'étaient un peu trompés dans l'ordre dans lequel ils incluaient les patients, mais ça ne changeait rien parce qu'en fait, ceux qui avaient l'artémisia étaient vraiment répertoriés artémisia, donc, où il y avait, comme c'était des infirmiers de brousse qui avaient l'habitude quand ils regardaient le nombre de parasites du palu, qu'on appelle le plasmodium, ils regardaient ça sur un frottis sanguin, ils avaient l'habitude de les compter 0 à 20, 20 à 50, ils donnaient toujours le chiffre, alors je ne sais plus s'ils arrondissaient au chiffre supérieur, inférieur, mais c'était une façon qu'ils avaient apprise depuis des décennies, donc dans leur cahier, s'il y avait 35, mais ils mettaient 50, s'il y avait 25, ils mettaient 50 aussi, parce qu'ils mettaient toujours le même chiffre, et c'était leur habitude de compter. Et comme on n'avait pas eu le temps et l'argent pour faire des formations très détaillées sur comment enregistrer les données, bon, mais ça ne changeait rien parce qu'à la fin, ceux qui avaient eu l'artémisia, ils avaient 0. Donc, on s'en fout qu'ils avaient 35 ou 50 avant, ils avaient tous 0 et ça marchait bien mieux que les produits chimiques recommandés par l'OMS. Donc, ça ne remettait absolument pas en cause la validité de l'étude. Et toi, tu as présenté ça. Et l'étude était publiée dans un journal scientifique international reconnu à comité de lecture. Et 1 an et demi de lobbying pour faire rétracter l'article. On a eu tout le monde. Hein. J'ai eu l'Institut Pasteur, les infectiologues, les spécialistes de médecine des voyages. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu l'OMS, j'ai eu la fondation Bill Gates. Parce que Bill Gates a dit, non, je ne crois pas aux plantes, la seule solution du palu, c'est un vaccin.
fois qu'ils cherchent un vaccin sur le palu, ils se sont plantés, ça ne marche pas. Bon, même s'ils avaient fait croire une fois que ça marchait dans une publication un peu bizarre dans le Lancet. Et même les fact-checkers à la fin qui ont mis le coup de grâce. Hein, et finalement, ils ont fait une telle pression sur le journal que le journal a fini par craquer, à rétracter, alors qu'on avait apporté toutes les preuves de ce qu'on disait. Donc finalement, j'en suis fier, parce que c'est une illustration que quand on publie, même là, parce qu'ils disent, ah, vous ne publiez pas vos données, puis quand on publie que ça va contre ce qu'ils veulent, ben, oui. ils font croire que la publication était frauduleuse. Alors que là, pour le coup, elle n'était pas frauduleuse du tout. C'était une vraie expérience de terrain. Et en effet, l'Artemisia annua, c'est probablement la meilleure plante contre les maladies infectieuses. En Afrique, maintenant, mais tous mes détracteurs, ils sont foutus parce que ça, les Africains, ils n'écoutent plus l'OMS, ils n'écoutent plus tout ça, ils se soignent, ils voient que ça marche. Bien sûr. Et en plus, c'est une plante que même en France, on fait pousser. Moi, j'en fais pousser dans mon jardin chaque année. Et un plant qui va faire, par exemple, 1 mètre de haut, ça fait des milliers de graines. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est très facile. Moi, j'en ai, et après, j'en déshydrate, j'en sèche, et je l'utilise en tisane ou même. Il ne faut pas que tu le commercialises, c'est interdit. Voilà, c'est interdit de commercialiser, mais par exemple, Cocopelli, qui est un vendeur de graines reproductibles, en donne. Tout ce qui marche en France est interdit, l'Artemisia, la Stevia. Ils veulent interdire l'huile essentielle de lavande aussi. Moi, je l'ai testé sur mes poules pour les soigner de la gale, etc. Ça fonctionne super bien. Et je me dis, tiens, c'est étonnant. Ils veulent l'interdire. Donc, à voir si justement, c'est pas un produit efficace. Oui, sur les parasites, oui, parce que moi, je l'ai vu même dans mon jardin où moi, je n'ai pas de chat, mais les chats du voisin venaient se frotter dans ma lavande et qui était totalement écrabouillé. Mais c'était parce que j'ai appris après, parce que les chats aiment bien la lavande, parce que ça les nettoie des puces et des ectoparasites. Hein. Donc voilà, mais quand on voit qu'il y a des délires pour interdire la lavande en Europe ou des choses comme ça, il faut arrêter tout ce délire qui est complètement sous la coupe, pour le coup, de Big Pharma, hein, c'est clair. Hein. Très bien, Christian, pour ce bel entretien de 1h10. Est-ce que tu aurais sur quoi voudrais-tu conclure pour nous donner un petit peu d'espoir aussi? Je vais un message d'espoir en disant que toute cette crise nous a mis à la figure toute cette corruption, ces manipulations, que ça ne va pas durer. Et j'espère qu'on va avoir un renouveau politique, un renouveau sanitaire, et qu'on pourra revenir sur nos vraies valeurs de base. Moi, en tant que médecin, sur les vraies valeurs de la médecine, fidèle au serment d'Hippocrate. Moi, je me suis battu pour les patients. J'ai pris position aussi dans les médias sur cette crise pour sauver les Français qui étaient vraiment très malmenés. Je suis très fier de ce que j'ai fait. Je continuerai. Et on va gagner. Je suis optimiste. Merci beaucoup, Christian. Merci pour tous ces mots, pour tous ces partages, tous ces conseils. Et puis, toute cette vidéo sera donc dans notre livre. Et l'aventure ne fait que commencer. Merci à toi. Merci, Stéphane.